Bonjour tout le monde. Donc, dans cette deuxième vidéo de la prise en main des modules Arduino, on va continuer notre didacticiel. Donc, dans la première vidéo, on a présenté l'environnement, les architectures Arduino Uno, Arduino Mega. Et dans cette vidéo, on va essayer de voir la prise en main de l'environnement de développement Arduino IDE. Donc, alors cet environnement de développement Arduino IDE, comme j'ai dit, il est libre. Donc, c'est-à-dire on peut le télécharger librement sur le site d'Arduino. Donc, une fois installé, donc voilà son interface. Et on voit bien que la programmation des Arduino, il est un petit peu spécifique. C'est du C, mais c'est du C qui est modifié. Donc, on sait bien qu'un programme C est structuré comme suite. Donc, il y a la partie déclaration des variables. Puis, il y a le void main. Donc, le void main, donc ici, on fait la déclaration des variables. Et après, on commence le principal void main. Et on commence à initialiser la carte. Donc, voilà la programmation C. Donc là, Arduino, l'environnement de développement Arduino, il offre un environnement un petit peu personnalisé. Comment ça? Donc, premièrement, vous remarquez qu'il y a deux fonctions. Il y a une fonction setup, il y a une fonction loop. Alors, dans la fonction setup, qui est là, donc elle est destinée généralement à... donc, on met du code qui permettra d'installer votre module, qui permettra d'initialiser votre module Arduino. Alors, les pins, ça permettra de choisir est-ce que les pins seront en entrée ou en sortie. Ça permettra d'initialiser les bus de communication, ainsi de suite. Et la partie loop, là, donc c'est là où on va mettre le code de notre application, par exemple. Et ce code-là sera exécuté d'une façon répétitive, c'est-à-dire en boucle. C'est-à-dire tout ce qui est mis à l'intérieur de la fonction loop sera exécuté en boucle. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on retrouve aussi dans la partie, dans l'interface? Donc il y a le bouton ici, vérification, et voilà. Alors ce bouton vérification permet de compiler le programme, de vérifier la syntaxe et de générer le fichier binaire ou le fichier hexadécimal qui sera téléchargé dans la carte Arduino. Et une fois cette compilation finie avec succès, terminée avec succès, il y a le bouton ici qui lui aussi très utilisé, c'est le bouton de téléversement, c'est-à-dire qui permettra de télécharger le fichier binaire qui a été généré, c'est-à-dire le fichier hexadécimal qui a été généré, de le télécharger sur le module Arduino. Donc voilà grosso modo les parties importantes de cette interface. Les autres, on va les découvrir pendant la troisième vidéo et les TP. Donc, revenons sur l'architecture d'un programme Arduino. Donc, du point de vue instruction, il n'y a pas de différence. Les instructions sont en général des instructions du langage C. Mais du point de vue architecture, voilà comment c'est organisé notre programme. Un programme Arduino. On commence d'abord, comme on le fait d'ailleurs pour tout programme C, par avant le setup ici, avant notre programme setup, on doit ajouter en cas de besoin une en-tête déclarative qui est là. Alors, qu'est-ce qu'elle contient cette en-tête déclarative? Elle contient, premièrement, les fichiers ou les bibliothèques qu'on désire inclure. Et là, ça dépendra des périphériques qu'on veut commander, des périphériques personnalisés. Par exemple, si on veut utiliser un afficheur LCD, donc il y a donc sur le net plusieurs bibliothèques Arduino qui vous donnent accès à des fonctions dans le but de faciliter le travail avec l'afficheur LCD. Donc des fonctions qui permettent d'effacer l'afficheur, de l'initialiser, de faire par exemple des défilements d'écriture. Donc voilà, donc vous n'avez qu'à inclure ici, donc avant le setup, la bibliothèque nécessaire. La même chose si vous voulez utiliser un bus de communication I2C, donc on inclut la bibliothèque correspondante. Donc voilà ce que veut dire fichier d'inclusion, c'est-à-dire les bibliothèques qui sont nécessaires à l'exploitation de certains périphériques.
On déclare aussi, comme on a l'habitude de faire, les variables et les constantes. Donc les variables et les constantes globales qui seront utilisées dans le programme. D'accord. Donc une fois cette partie déclarative finie, on passe à la fonction setup. Donc à l'intérieur de la fonction setup, en résumé, on fait la configuration initiale de la plateforme matérielle. Que contient cette configuration initiale? Elle contient la configuration des pins, des pattes. Est-ce qu'on veut qu'ils soient en entrée ou en sortie, par exemple? L'initialisation de certaines variables globales, si on veut les initialiser. Il y a aussi l'initialisation de certaines fonctionnalités, comme les débits pour un bus de communication, des trucs comme ça, ou les interruptions, si on veut activer une interruption et indiquer le programme qui sera exécuté en cas d'interruption. Donc tout cela, on va le retrouver dans la partie setup, sachant que le code de la fonction setup s'exécutera une seule fois au démarrage. Et après, on passe à la fonction loop. Là, le code qui est à l'intérieur s'exécutera en boucle infinie, sans fin. Alors, quel est le principe quel est le principe du programme qu'on va mettre dans cette fonction loop? Alors, pour tous les systèmes embarqués, le principe se résume en 3 lettres. EST. Je m'excuse, ETS. E, T, S. E, ça veut dire entrée. Donc, vous avez un système, vous voulez commander ce système, la première chose que vous devez faire, à laquelle vous devez penser, c'est l'acquisition. Ça veut dire, vous devez exécuter une partie ou des instructions qui vous permettront d'acquérir l'état de la partie opérative que vous devez commander, c'est-à-dire lire les capteurs, par exemple lire un capteur de température pour savoir la température de votre processus, ou lire l'état d'un bouton poussoir pour savoir est-ce qu'il est appuyé oui ou non, donc des choses de ce type-là. C'est-à-dire les entrées, l'acquisition des entrées. Une fois c'est fait, on passe à la partie traitement. Donc la partie traitement, c'est toutes les instructions qui permettront de traiter les données acquises. Par exemple, quand je lis une température, le traitement, ça peut consister à la comparer avec un seuil, avec if par exemple. Donc ça, c'est traiter la température. Ou lire l'état d'un bouton poussoir, c'est quoi le traitement? C'est vérifier si c'est 0 ou 1, c'est-à-dire vérifier est-ce qu'il est appuyé oui ou non. Et une fois cette deuxième étape traitement réalisée, donc on va utiliser là les instructions en général, c'est on passe la partie sortie. Sortie, c'est la commande, la partie commande de ces sorties. L'entrée, c'est l'acquisition, la sortie, c'est la commande. C'est-à-dire, une fois le traitement est réalisé, et en fonction du résultat de ce traitement, on commande nos actionneurs en général. Ça peut être allumer une LED si le bouton poussoir est appuyé. Ça peut être commander un relais si la température dépasse un seuil, ainsi de suite. Alors, cette partie ETS, c'est-à-dire acquisition, traitement et commande, elle s'exécute toujours en boucle infinie. C'est-à-dire, je reviens toujours pour acquérir encore une fois, traiter, commander, et en boucle fermée pour respecter la notion de temps réel. Donc voilà pour le principe. Donc comme ça, quand vous commencerez par exemple à rechercher la solution pour un problème donné, il faut structurer vos idées. Qu'est-ce que je dois acquérir? Comment je dois traiter? Et comment je dois commander? Donc voilà, maintenant on va entrer pour décrire les instructions spécifiques offertes par cet environnement de développement. Ce ne sont pas des fonctions C, mais ce sont des fonctions spécifiques à Arduino, destinées à communiquer et à traiter avec ces modules, que ce soit Uno, Mega ou Nano. Donc on va commencer par les fonctions offertes pour configurer et utiliser les entrées-sorties digitales. Donc là, première fonction qui est donnée, c'est PinMode. PinMode, ça permet de fixer le mode de fonctionnement ou le mode d'utilisation d'un pin. Est-ce que je veux qu'il fonctionne en entrée ou je veux qu'il fonctionne en sortie? C'est une fonction qui a besoin de 2 paramètres. Le premier paramètre, c'est j'indique le numéro du pin. 2, 3. Et j'indique le mode. Le mode qui peut être soit input, soit output. Donc, je veux configurer le pin 5
en sortie, je vais écrire pin mode, entre parenthèses 5, output. Et bien sûr, cette fonction, on l'utilise généralement dans la partie setup parce qu'elle est spécifique à l'initialisation de la plateforme matérielle. D'accord. La deuxième fonction qui est donnée, c'est digital write. C'est une fonction spécifique aux pins qui sont configurés en sortie. C'est-à-dire un pin qui est configuré en sortie, tu dois avoir la possibilité d'écrire ce que tu veux sur cette sortie, soit niveau haut, soit niveau bas. Et pour faire ça, on appelle digital write. On spécifie premièrement le pin qu'on veut commander et la valeur qu'on veut donner à ce pin, qui peut être soit high, soit low. Et je peux faire appel à cette fonction occasionnellement dans cette étape si je veux initialiser une sortie, et surtout dans la partie loop, à chaque fois que je veux travailler avec une sortie digitale. La deuxième fonction qui est disponible, c'est celle qui concerne les entrées. Donc on a une entrée numérique et on veut lire l'état de cette entrée numérique, donc c'est digital read. Cette fonction digital a besoin d'un seul paramètre. Je spécifie uniquement le pin que je veux lire. Mais elle va retourner une valeur. Cette valeur qu'elle va retourner, c'est soit 0, soit 1. Et bien sûr, pour récupérer cette valeur, je dois déclarer une variable ici, que j'ai déclarée. Et cette variable int, integer, elle va récupérer la valeur retournée par la fonction digital read. C'est-à-dire, à la fin de l'exécution de cette instruction, notre variable, elle contiendra soit 0, soit 1, en fonction de l'état d'entrée. Alors, la dernière fonction qu'on va décrire, c'est la fonction analog write. Vous me direz, mais on parle ici des entrées-sorties digitales. Et là, il y a le mot analogue, c'est-à-dire analogic write. Oui, parce que analog write, c'est une fonction spécifique pour les sorties qui sont configurées, qui peuvent être configurées en PWM. Parce que pas toutes les sorties peuvent être configurées en PWM. Donc là, uniquement les sorties qui peuvent être configurées en PWM, eux seuls peuvent être utilisés avec cette instruction. Alors, pour comprendre le principe, pourquoi le mot setup, pourquoi le mot analogue et c'est quoi PWM, donc on va faire une petite explication avec un exemple. Alors, le problème de la carte Arduino, c'est pas le problème, les limites de la carte Arduino, c'est que c'est une carte à microcontrôleur. Et comme le microcontrôleur est un composant numérique, de traitement numérique, la seule valeur qu'il peut fournir à la sortie, c'est une valeur numérique, c'est 0 qui correspond à 0 volts et 1 qui correspond à 5 volts, c'est-à-dire 0,5 volts. Il ne peut en aucun cas me fournir une tension, par exemple, analogique de 2,3 ou 1,8 ou 1,2 parce qu'il n'est pas équipé d'un convertisseur numérique analogique. Donc, il y a une astuce. Donc, pour générer une tension analogique, par exemple, comprise entre 0 et 5 volts, on va générer à la place un signal carré. Donc, si je prends ça, on va prendre un exemple. Donc, on va générer un signal carré par rectangulaire. Je vais redessiner tout ça. Donc, on va signer un signal carré. Je m'excuse encore une fois, rectangulaire. Voilà. Ce signal rectangulaire, il a une certaine période. Alors, on va l'appeler U. Il a une valeur moyenne, un rapport cyclique. Alors, c'est quoi le rapport cyclique alpha? C'est la durée de cette impulsion positive T-on. C'est T-on sur la période. Voilà la définition d'un rapport cyclique. Donc, une tension rectangulaire comme ça, du point de vue électrique, elle est équivalente. Elle est équivalente. C'est comme si j'ai généré une tension constante. Alors, la valeur de cette tension constante, ça correspond à la valeur moyenne de ce signal triangulaire, de ce signal rectangulaire. Donc, je reprends. Le fait de générer un signal rectangulaire de période T et de rapport alpha, de rapport cyclique alpha,
c'est équivalent à générer un signal constant, continu, de valeur constante U moyenne. Et on sait que U moyenne, logiquement, c'est la surface, cette surface-là, la surface sur la période. Et si on considère ici une tension d'alimentation E, la surface d'un rectangle, c'est E fois alpha T. Sur la période T, ça donnera alpha fois E. Donc on voit bien que la valeur moyenne, elle est fixée par le rapport cyclique. Et sachant que le rapport cyclique alpha, il est compris entre 0 et 1, sa valeur, ça veut dire qu'on peut avoir une valeur moyenne comprise entre 0 et 5 volts. Ça veut dire techniquement, si je veux générer une tension constante, variable, c'est-à-dire qui varie, qui peut augmenter et qui peut diminuer, comprise entre 0 et 5 volts, il suffit de générer un signal rectangulaire de rapport cyclique variable, compris entre 0 et 1. Exemple, supposons que ça c'est un rapport cyclique alpha 1 qui a généré une tension moyenne alpha 1 fois E, je peux générer un signal. Ça c'est très important à dire, c'est la même période. Mais je change le rapport cyclique, alpha 2 fois T. Là, c'est équivalent à une tension constante, mais dont la valeur est supérieure cette fois. Pourquoi? Parce que tout simplement, le rapport cyclique, il a augmenté. Et voilà. Donc, l'idée, c'est ça. Alors, c'est ce qu'on appelle le moté pulse wide modulation, PWM. C'est-à-dire la modulation de largeur d'impulsion. C'est-à-dire, cette largeur-là, cette largeur de l'impulsion, je vais la moduler pour pouvoir fixer la tension analogique que je veux à la sortie. C'est de là que vient le mot analog read. Je m'excuse, analog write. Ça veut dire, je vais faire sortir une tension entre guillemets analogique. Mais à l'origine, c'est une tension rectangulaire de rapport cyclique variable. C'est pour ça qu'on a deux paramètres. Le premier, c'est le pin PWM qu'on veut utiliser, la broche. Deuxième paramètre, c'est la valeur du rapport cyclique, qui dépendra de la valeur moyenne que tu veux générer. Comment la chercher? Une simple règle de 3, on peut l'utiliser. Par exemple, je sais qu'un rapport cyclique de 255, maximum ici, c'est-à-dire 1, ça correspond à 5 volts. C'est-à-dire, si tu veux générer, par exemple 1,8 volts, il te suffit de faire une règle de 3 pour retrouver la valeur N que tu peux programmer ici, avec analog. Donc, voilà l'utilité de la partie de cette fonction analog write. Donc, entre guillemets, c'est une fonction qui permet de générer un signal carré ou rectangulaire de rapport cyclique variable, mais dans l'utilité, c'est-à-dire dans l'équivalence, c'est comme si je génère un signal analogique de valeur variable comprise entre 0 et 5 volts. Et pour régler cette tension que je veux générer, il suffit de régler le rapport cyclique. Donc voilà l'utilité et c'est très très utile dans notre cas si on veut commander la puissance d'une charge continue. Par exemple, je veux régler la vitesse de rotation d'un moteur à courant continu. Je n'ai qu'à utiliser cette fonction-là pour varier la valeur moyenne qui commande le moteur et donc varier la vitesse de ce moteur. Donc voilà, les trois principales fonctions pour l'utilisation des entrées-sorties digitales. On va voir un exemple. Supposons ici on a le pin 3 que je veux configurer en sortie pour commander cette LED qui est branchée en anode commune. Je m'excuse, en cathode commune, c'est-à-dire la cathode avec la masse. Donc première étape, je dois configurer d'abord la broche en sortie dans la partie setup. Donc je vais pin mode, j'indique 3, la broche, puis le mode c'est output. Une fois c'est fait, maintenant elle est configurée en sortie, il suffit de la commander, soit pour allumer la LED, soit pour l'éteindre. Pour allumer la LED, je n'ai qu'à utiliser Digital Write. J'indique la broche et j'indique high. High, c'est-à-dire il va mettre la sortie à 5 volts, ce qui permettra d'allumer la LED.
Par contre, si je veux éteindre la lettre, c'est la même commande, digital write, la même broche 3, mais cette fois j'indique low. Le fait d'indiquer low, ça veut dire ici à la sortie, au lieu de 5 volts, j'aurai 0 volts. Et la lettre sera éteinte. Donc voilà un exemple d'utilisation de ces fonctions pour la commande d'une sortie. Maintenant, on va voir le cas d'une entrée analogique, d'une entrée digitale. Voilà, la même broche 3, et cette fois, elle sera branchée avec un interrupteur. Donc là, il y a deux possibilités. Première possibilité, pour la configurer, soit je la configure sans résistance pull-up. Ce qu'il faut savoir, c'est à l'intérieur de toutes les entrées-sorties des processeurs Atmega 328 sont équipés d'une résistance pull-up interne. C'est une résistance de tirage avec 5 volts. Cette résistance pull-up, elle peut être activée ou désactivée par programme, logiciellement, pendant la configuration de la broche. Si je ne vais pas l'activer, par exemple, quand tu fais 3 outputs, elle est désactivée par défaut. Mais quand la broche elle est en entrée, tu veux l'utiliser comme entrée, là tu as le choix. Si tu utilises cette configuration-là, pin mode 3, la broche 3, input, tout simplement input. Donc là, tu lui dis, je veux que la 3 soit comme entrée, configurée comme entrée, mais sans activer la résistance pull-up. Donc vous voyez bien ici, la résistance pull-up, elle est déconnectée. Voilà, elle est déconnectée. Alors à ce moment-là, ce bouton pousseur ne peut pas être exploité dans l'état. Pourquoi? Parce que, imaginez qu'il n'est pas appuyé. Supposons dans ce cas-là, il n'est pas appuyé. Alors quel est l'état que je vais lire ici? Quel état je vais lire ici? Je ne sais pas. Parce que la broche là, elle est en l'air, cette broche. Elle est en l'air. Donc je ne sais pas est-ce que je vais lire un 1 ou un 0. Donc c'est pour ça que je dois ajouter à l'extérieur, avec le bouton poussoir, une résistance pull-up de tirage, 5 volts. Et là, quand le bouton poussoir est appuyé, il n'y a plus de point d'interrogation. Ici, je vais lire 5 volts, c'est-à-dire 1 logique. Il provient d'où? Il provient ici du 5 volts qui vient à cause de la résistance pull-up. Et bien sûr, quand le bouton poussoir est appuyé, là, il n'y a pas de problème. Il y a la masse qui va passer ici. Il y a la masse qui va passer et je vais lire ici un 0. C'est-à-dire un bouton poussoir, il y a la nécessité d'utiliser des résistances de tirage. Alors, à quoi bon ajouter une résistance pull-up alors que le Atmega me l'offre? Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que je choisis? Je choisis la commande input pull-up. J'ajoute -8 pull-up. Et là, ça veut dire je vais activer la résistance pull-up qui est à l'intérieur. Et je n'aurai pas besoin d'ajouter une résistance externe. Voilà, donc ça c'est pour la configuration. Vous avez le choix de configurer une entrée en activant sa résistance pull-up ou en désactivant sa résistance pull-up. Et on conseille d'activer le pull-up dans les cas des boutons poussoirs. Maintenant, pour lire l'état de ce bouton poussoir, je vais utiliser digital read, comme on a vu. Je vais déclarer une variable qui va recevoir l'état du bouton poussoir. Ça veut dire, cette variable, par exemple, dans le cas de ce montage-là, si le bouton poussoir n'est pas appuyé, donc on va lire, c'est-à-dire, on va lire ici à la sortie, je m'excuse, à l'entrée ici, on va lire 1, qui provient de la résistance pull-up. Mais si le bouton poussoir est appuyé, on va lire ici un 0. Donc la variable contiendra soit 0, soit 1. Et dans la partie traitement, il suffit de faire un test if. Par exemple, si je veux savoir est-ce que le bouton poussoir est appuyé, if variable égale à 0. Et j'exécute ce que je veux faire en cas d'appui sur le bouton poussoir. Donc voilà pour les entrées-sorties. Donc le TP qu'on va voir dans la troisième vidéo, ça concernera une petite application avec deux LED et un bouton poussoir. Et on va expliquer le cahier de charge le moment voulu. Maintenant, on va terminer avec les entrées analogiques. Alors, il y a une seule fonction pour traiter avec, c'est analog read. Donc, ça permet de lire l'état d'une entrée analogique. Mais bien sûr, puisque le microcontrôleur c'est un composant de traitement numérique, j'ai besoin, pour qu'il puisse lire une entrée analogique, j'ai besoin d'un convertisseur analogique numérique. Donc, voilà. Et vous allez voir que je ne vais pas lire la tension analogique, mais je vais lire la valeur numérique
correspondant à la tension Vin qui est présente à l'entrée du pin. Et comme j'ai dit, pour cela, on va utiliser un convertisseur analogique numérique. Celui qui est à l'intérieur de l'ATmega, parce qu'il est interne à l'ATmega, c'est un convertisseur 10 bits avec un multiplexeur à l'entrée. Voilà. Pourquoi un multiplexeur? Parce qu'il y a 6 entrées analogiques, il y a au total 8, mais on va 6 qui sont accessibles depuis le port, depuis le connecteur, ici cela. Et le multiplexeur, ça permettra de choisir l'entrée analogique qu'on veut convertir. Et après le multiplexeur, il y a le convertisseur analogique proprement dit. Donc c'est un convertisseur analogique à approximation successive. Approximation successive. 10 bits. D'accord. Donc ça veut dire, analogrid, elle me permet de récupérer, analogrid permet de récupérer la valeur numérique correspondant à la tension analogique. Et pour un convertisseur analogique numérique, la relation qui lie la tension d'entrée et le mot binaire fourni à la sortie, c'est la suivante. Vin, c'est n fois Vref sur 2 à la puissance n. Ça, c'est le quantum du convertisseur ou la résolution. Vref, c'est la tension d'alimentation. Et n, c'est le nombre de bits du convertisseur. Dans notre cas, la tension d'alimentation, c'est 5 volts. Et le nombre de bits, c'est 10. Donc, j'obtiens n fois 5 sur 2 à la puissance 10. Donc, j'aurai Vin égale à n fois 5 sur 1024, ça veut dire égal à n fois 0,049. Donc, ça veut dire le fait d'appeler cette fonction, analogrid, elle vous donnera uniquement la valeur binaire correspondant à la tension analogique à l'entrée. Et cette valeur binaire sera stockée dans variable. Donc, pour récupérer la tension, on applique cette formule. On dit que V, qu'on aura déclaré, c'est la variable qui contient le nombre n fois 0,0040. Et là, je récupère la tension correspondant à la tension analogique qui attaque l'entrée analogique fixée par cette pile. Donc voilà pour la description et l'utilisation des entrées analogiques. Et là aussi, on va faire un deuxième TP. Alors, dans ce deuxième TP, on va utiliser un capteur LDR. Voilà. Et ce capteur sera branché avec l'entrée analogique A0 qui est là. Et on va voir comment on pourra acquérir la luminosité ambiante avec analogue RIT. Voilà, donc merci pour votre attention pour cette deuxième vidéo. Donc on se revoit à la troisième vidéo dans laquelle on va voir les deux TP, ceux qui permettront la configuration et l'utilisation des entrées-sorties digitales avec 2 LED et un bouton poussoir, et le deuxième TP qui permettra l'utilisation de ce capteur LDR.